Les trésors d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend dissemblables. Les trésors d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Présenté par l'experte en patrimoine, Louisa Galez sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Chers amis d'Afrique et d'ailleurs, bonjour. La Côte d'Ivoire est le pays du cacao et du café, riche par ses forêts tropicales et sa biodiversité. Elle possède aussi une culture très vivace grâce à une population jeune, dynamique et créative. La Côte d'Ivoire est un État situé dans la partie occidentale du golfe de Guinée. Elle verse dans l'océan Atlantique, bordée par le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, le Libéria, la Guinée. Sa population est estimée à un peu plus de 29 millions d'habitants, sur une superficie de 322 463 km². La Côte d'Ivoire a pour capitale politique et administrative Yamoussoukro, très peu connue par rapport à Abidjan, principal centre économique où se trouve la quasi-totalité des institutions. D'abord protectorat français depuis 1843, puis colonie française à partir de 1893, elle acquiert son indépendance le 7 août 1960. Essentiellement axé sur l'agriculture, notamment la production du café et du cacao, le pays connaît au cours des 2 premières décennies un essor exceptionnel, avant que la crise économique ne s'installe à la fin des années 70, provoquant une série d'instabilités. Sa richesse culturelle est d'abord les langues. On compte en Côte d'Ivoire plus de 70 langues parlées, les plus pratiquées étant baoulé, bété, sénoufo, malinké, maouka, koyaka. Près de 99% des habitants des grandes villes comme Abidjan savent lire, écrire et parler français, alors que plus d'un tiers de la population a adopté le français comme langue maternelle, surtout parmi les jeunes générations. Certes, un français popularisé, africanisé même, et adapté à la population. Ceci inquiète néanmoins les connaisseurs craignant la disparition à terme des langues locales. Le djoula est la langue la plus parlée du fait de son utilisation dans le commerce par les commerçants et les artisans du commerce transsaharien, dans le but de faciliter les échanges commerciaux entre les grands groupes ethniques du nord de la Côte d'Ivoire. On y trouve aussi une 60aine d'ethnies, regroupées en 4 grands ensembles: les Akans, les Mandés, les Krou, les Gours. Chaque groupe possède ses langues, ses coutumes, ses arts et ses traditions. Puis il y a la faune et la flore. Les espèces animales sont nombreuses, la plus emblématique étant l'éléphant, dont les défenses d'ivoire ont été une importante source de revenus. Le braconnage est maintenant interdit, mais l'espèce en a terriblement souffert. La Côte d'Ivoire abrite aussi des hippopotames, des antilopes, buffles, singes, des singes d'ailleurs encore nombreux, des rongeurs, des pangolins, des carnivores, dont le lion, la panthère et la mangouste. Puis il y a la couverture végétale, qui s'est malheureusement considérablement réduite. La colonisation a déjà beaucoup réduit les surfaces denses des forêts, à cause de l'exploitation intensive au profit du commerce vers l'Europe. Mais depuis l'indépendance, la destruction des superficies couvertes s'est plus accentuée encore, passant de 16 millions à 3 millions d'hectares aujourd'hui, en raison de la déforestation massive, notamment au profit de la culture du cacao. Le gouvernement a aménagé les aires protégées pour préserver l'environnement et le couvercle forestier, et des parcs et réserves pour gérer la faune et la flore. En 2021, la Côte d'Ivoire comptait 8 parcs nationaux, 234 forêts et 15 réserves botaniques. 6 zones humides protégées sont inscrites à la Convention Ramsar. 3 sont au patrimoine mondial et 2 sont des réserves de la biosphère. La Côte d'Ivoire compte également un riche patrimoine culturel immatériel qui comprend des danses et des rituels, comme le zaoudi des gourous, inscrit à l'UNESCO, des masques sacrés,
des récits oraux, des chants traditionnels, des pratiques agricoles, des savoirs culinaires, ainsi que des fêtes communautaires, ce qui reflète la diversité et la richesse culturelle des peuples ivoiriens à travers les régions. Pour nous accompagner dans notre balade à travers les cocotiers, notre ami Fabrice Aliman vient d'arriver de Côte d'Ivoire. Fabrice, bonjour. Bonjour, professeur. Donc, vous êtes de la Côte d'Ivoire, on va parler surtout du patrimoine de Côte d'Ivoire. Mais en attendant, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur vous, votre profil, ce que vous faites, parce que les auditeurs aiment bien ressentir la présence de la personne. Merci bien, professeur. C'est tout un honneur que vous nous faites. Moi, je suis Fabrice Aliman. Je suis enseignant-chercheur dans 2 institutions. À l'Institution nationale des arts et de l'action culturelle pour tout ce qui est volet patrimonial et au département d'histoire de l'Université Félix Houphouët-Boigny en gestion du patrimoine. Mais en dehors de ça, il faut dire que je suis un pur produit du patrimoine. J'ai d'abord fait une formation en technicien de musée, après une formation en conservateur de musée, après en gestionnaire de musée, et enfin un doctorat en culture et développement. Culture et développement, ça veut dire quoi? Et ici, culture et développement, c'est vraiment pour nous, surtout moi qui ai travaillé sur ce que j'appelle la gestion intégrée et développement communautaire, voir comment le patrimoine des communautés peut être dans une synergie d'action intégrée pour un développement au service des communautés bénéficiaires. Et donc, pour nous, parler de culture et développement, c'est voir comment tout ce qui est élément identitaire des communautés, tant matériel qu'immatériel, peut être mis dans un système de gestion intégré au profit des communautés. Bon, si on applique un petit peu cette histoire de culture et développement sur le patrimoine ivoirien, alors d'abord, quel est l'élément le plus important d'après vous en Côte d'Ivoire, qui peut représenter le citoyen de la Côte d'Ivoire et le pays qui est la Côte d'Ivoire? Bon, aujourd'hui, parler de la Côte d'Ivoire, on se ramène tout de suite à notre emblème et à la symbolique de l'éléphant. Aujourd'hui, qui parle d'éléphant, en tout cas au niveau de l'Afrique de l'Ouest, tout de suite on fait allusion à la Côte d'Ivoire. D'accord. Mais peut-être un autre élément, mais bon, peut-être pourrait porter à confusion, c'est le Monemba, mais il est partagé aussi avec le Sénégal, la Guinée et le Libéria. Oui, mais ça, c'est pas grave qu'il soit partagé. Parler aussi des Côte d'Ivoire, ce serait parler des mosquées de style soudanais, mais c'est là aussi un partage avec le Mali et le Burkina. Et donc, la spécificité, c'est vraiment en tant que patrimoine peut-être contemporain, c'est de parler de la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro. Ok. Donc, la basilique Notre-Dame qui est un monument historique quand même assez contemporain de la Côte d'Ivoire. Justement, je voulais repartir sur la notion de la ville. Et, la Côte d'Ivoire, la capitale de la Côte d'Ivoire, c'est Yamoussoukro. En fait, la Côte d'Ivoire a 2 capitales. Nous avons capitale économique qui est Abidjan. Oui, je voulais en venir à ça, parce que Abidjan, tout le monde connaît, Yamoussoukro, on connaît beaucoup moins. Yamoussoukro est la capitale politique, qui abrite certaines grandes institutions, notamment la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix, et également abrite, je peux dire, la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro, qui est un édifice religieux assez important que le président Houphouët-Boigny a bien voulu bâtir à Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire, c'est aussi un endroit qui nous rappelle le patrimoine classé comme patrimoine mondial au niveau de l'humanité. Justement, il faut dire que la Côte d'Ivoire, qui fait 322 462 km², avec une population estimée à 24 millions, regorge d'un patrimoine assez riche et diversifié. Et en termes de patrimoine, nous avons 2 grandes typologies au niveau du patrimoine matériel. La première typologie, nous avons le patrimoine naturel,
Donc, au niveau du patrimoine naturel, nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire 18 aires protégées. Et au nombre de ces 18 aires protégées, nous en avons 3 qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit de la réserve naturelle intégrale du Monemba, il s'agit du parc national de la Comoé et du parc national de Taï. Les protéger, pourquoi? Les classer, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans ces réserves? En fait, ces réserves, ces parcs, de par leur dénomination. Par exemple, si vous prenez le Monemba, d'abord, c'est une réserve naturelle intégrée. Voilà, une réserve naturelle. Donc, naturelle, ça veut dire qu'on a des plantations et des animaux. Oui, tout qui n'ont pas été faits par l'action de l'homme, naturel. Et puis, l'une des spécificités par exemple, de la réserve naturelle du Monemba, c'est qu'il regorge d'une espèce unique et rare dans le monde, qui est une espèce de grenouille. Je ne saurais donner le nom, mais dans le dossier de nomination, c'est un des éléments assez... Des grenouilles? Oui, des grenouilles. Elles sont trop grosses, elles sont Elle trop petites, est particulière, c'est... Généralement, cette grenouille-là a sa particularité, contrairement aux autres reptiles. Il est ovovivipare. Expliquez-nous ce que cela veut dire. Ok. En fait, contrairement aux autres reptiles qui pondent des œufs et qui les couvrent avant de les éclore, cette grenouille-là fait les œufs, elle ne les pond pas, elle les conserve à son sein, donc elle les couvre à son sein et après, elle les éclore. Jusqu'à l'éclosion. Voilà, donc c'est un peu sa particularité. Donc en quelque sorte, elle donne des êtres vivants. Voilà. Complètement. Donc donc c'est un peu sa particularité. Et pour l'ensemble de ces aires protégées là aussi, nous avons une diversité de végétation et de biodiversité qui ont des caractéristiques particulières en fonction de chaque type d'aires protégées. Donc à côté de cette typologie de patrimoine matériel concernant la nature, nous avons le volet culturel. On passe d'abord par le volet culturel matériel. Ok. Si vous voulez au niveau du volet culturel matériel, nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire ce qu'on appelle les monuments historiques classés. Donc à ce niveau-là, nous avons par exemple la ville d'Abidjan qui regorge d'un ensemble de monuments historiques. Nous avons la ville de Bingerville qui a été la deuxième capitale de Côte d'Ivoire qui regorge également d'un ensemble de monuments historiques. Nous avons la ville de Grand Bassam qui fut la première capitale de Côte d'Ivoire qui est un ensemble de monuments historiques. Mais la spécificité de Grand Bassam qui a milité à son classement, c'est qu'il y a eu une interaction entre l'aménagement qu'a apporté le colon et les peuples autochtones. Et donc la ville historique... Le mariage entre les deux. Voilà, donc au niveau de la ville historique de Grand Bassam, nous avons 3 zones fonctionnelles. Nous avons la zone occupée par les autochtones, donc la zone du village Nzima. Et donc, en fonction de chaque zone, nous avons un type d'habitat qui est construit. Voilà. Par exemple, dans la zone Nzima, c'est les villages, je dirais, vernaculaires, la typologie de l'habitat des autochtones, avec une cour rectangulaire, avec une concession au milieu pour les réunions de famille. Elles existent encore, ces maisons? Oui, elles existent. Mais depuis quand elles existent? C'est-à-dire les plus anciennes datent de quand? Mais les plus anciennes, je dirais, datent depuis les années 1700. D'accord. Oui, depuis les années 1700, parce qu'au moment que le colon arrivait, le peuple Nzima était déjà installé et avait déjà ses constructions. Donc c'est vraiment des villages vernaculaires, des villages d'autochtones. Voilà, d'autochtones. Et dans la deuxième zone, nous avons, c'est la zone commerciale. Donc les habitats sont, selon les concessions, sont de style R+1. Le rez-de-chaussée, c'est des magasins, des boutiques. Et le premier niveau, c'est des résidences des commerçants et des marchands. Et nous avons la troisième zone qui est la zone administrative. Là, nous avons
je dis, l'administration coloniale qui est implantée. Vous avez le palais du gouverneur, vous avez le palais de justice, etc. Donc tout ça, ce sont les éléments de la gestion du pouvoir. Et après ça, dans la 4e zone, vous avez la cité résidentielle. Donc c'est là que réside toute l'administration coloniale. Mais qu'est-ce que vous trouvez de patrimonial dans une zone nouvelle qui est une zone présidentielle en quelque sorte? Bon, là, ici, nous avons mis l'accent sur le style architectural. Parce que sur toute la côte, les pays qui ont bénéficié de la colonisation française, ça a été des essais de construction. Mais la particularité à Grand Bassam, c'est que ces essais-là, c'est la version la plus achevée. La plus achevée avec des matériaux qui sont différents, des matériaux qui ont été utilisés par exemple au Sénégal et dans bien d'autres pays de la côte. Donc c'est la forme achevée. Ça, c'est et la particularité, c'est l'interaction entre ce style colonial-là et l'habitat traditionnel. Vous avez tout l'espace colonial qui est un espace loti, aménagé, alors que le côté Nzima, c'est un espace non loti mais aménagé. Non loti parce que c'est une des volontés des communautés, parce que ça y participe de la viabilité d'un de leurs patrimoines vivants qu'on appelle la Bissa, et dont l'État de Côte d'Ivoire est en train de travailler avec ces communautés-là à son inscription sur la liste représentative. Voilà. Donc c'est vraiment un environnement qui sied à la pratique de certains éléments du patrimoine vivant de ces communautés-là. Donc au niveau du patrimoine culturel et immobilier, donc on a tous ces éléments-là. Et nous avons également, au niveau du nord, nous avons Kong, la cité de Kong, avec ses mosquées mythiques, la grande mosquée de Kong et la petite mosquée de Kong. Je rappelle qu'il y a quand même pas mal de mosquées en Côte d'Ivoire parce que vous avez une population de 42% de musulmans, oui, population majoritaire. Oui, en fait, il faut dire que tout le septentrion ivoirien est majoritairement islamisé. Et ajouter à l'autre moitié sud, dans laquelle les chrétiens encore, cet espace est partagé entre les chrétiens et les musulmans. Ils sont de l'ordre un peu plus de 30%. Voilà. Donc, dans tout le nord ivoirien, nous avons vraiment le style soudanais. Donc, dans les années déjà à partir même déjà du 14e siècle, où nous avons la pénétration de ce style-là au niveau de la Côte d'Ivoire, et qui va se développer jusqu'au XVIIe siècle, va permettre d'avoir dans tout le septentrion ivoirien près de 300 mosquées de style soudanais. Oui, quand même. C'est un grand nombre. Oui, de style soudanais. Mais progressivement, avec l'arrivée de Samori, avec d'autres contingents qui vont arriver, il y a certains qui vont être abandonnés, qui vont être détruits, et jusqu'à ce qu'aujourd'hui on se retrouve avec maintenant une vingtaine de mosquées de style soudanais qui sont classées au patrimoine national et parmi lesquelles 8 sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Okay. C'est quand même un nombre important d'avoir 8 mosquées comme patrimoine mondial. Oui, en fait, nous avons voulu, au nombre de cette vingtaine de mosquées, voir les plus représentatifs et les particuliers. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons défini des critères, et au regard de ces critères-là, nous avons pu estimer ces 8 mosquées qui ont fait l'objet du dossier. Nous y avons travaillé de 2007 à 2012 pour l'inscription. Ouais. Une période assez importante. Oui, vous avez dû réunir des experts, des architectes. Bon, la particularité de la Côte d'Ivoire sur ces dossiers, c'est que ces dossiers-là ont été à 90% menés par des experts nationaux. Donc même, j'en fais pas. Moi, j'ai piloté, j'ai été dans l'équipe qui a fait le projet de Grand Bassam jusqu'à l'inscription. Et après, j'ai piloté le dossier d'inscription des mosquées de style soudanais du nord ivoirien. Et actuellement, je suis en train de piloter le dossier d'inscription du Parc national des îles Eotile et sites associés. Le Parc national des îles Eotile et sites associés. Qui présente quelle particularité? C'est un patrimoine mixte, culture et nature. Donc, c'est un ensemble de 6 îles qui sont dans le sud Comoé,
et qui ont une richesse de point de vue diversité biologique, faunique, également de par la particularité des communautés qui ont vécu sur ces différentes îles. Voilà. Et pour certaines de ces îles-là, elles sont sacrées. Et donc montre l'interaction entre l'homme et son milieu. Et cette interaction-là a permis à ces communautés-là de donner un statut à certaines de ces îles qui sont dites sacrées, et donc ce statut-là participe à la conservation de ces îles-là et à leur biodiversité. Quand on définit une île de sacré, quelles sont les pratiques particulières qu'on peut y trouver de cette sacralité? Ok, la sacralité ici se résume aux rites cultuels que les communautés pratiquent sur ces îles. Et par rapport à un certain nombre de rites cultuels qui sont pratiqués sur ces îles, pour certaines, il est interdit d'accès à toute personne non initiée. D'accord. À ces îles. Par contre, nous avons vraiment des sanctuaires, quoi. Oui, des sanctuaires, notamment, nous avons l'île Bosson-Assou, qui est l'île sacrée et l'île qui porte le génie protecteur de tout le peuple éotilé, et donc ne peut y accéder que des éotilés. Par contre, les autres îles, on peut y accéder, et ces autres îles-là font partie des aires protégées de la Côte d'Ivoire. Donc le parc national des îles éotilées est une aire protégée de la Côte d'Ivoire, et donc elle bénéficie de la gestion de l'OIPR, de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Et elle a aussi le statut de site Ramsar. Donc les sites dans les zones humides avec des espèces endémiques à protéger en voie de disparition, tout ça. Côte d'Ivoire, destination touristique. Ok, le pont de Lia, c'est chez nous. La plus grande basilique, c'est chez nous. La paix des sirènes, c'est chez nous. La forêt du Banco, c'est chez nous. Coupé, décalé, toute saga. Encore des lions dans nos sabbats. Allons à Sini Mafia. Tu n'es pas au courant. Ok, Côte d'Ivoire, c'est zo. 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 Yeri, Côte d'Ivoire, c'est zo. C'est zo. C'est zo. C'est zo. C'est zo. C'est mon pays, les gens portent plus le treillis. Nous on vit dans la paix, il faut laisser la guerre, on doit être aussi. C'est la chaleur ici, on dit ah quoi va. On n'est pas dans les petits, c'est pas par là. Y'a les jolis bébés, y'a les belles calois. Quand on aime ta car, on se pose. Le pont de Lia, c'est chez nous. La plus grande basilique, c'est chez nous. La paix des sirènes, c'est chez nous. La forêt du Banco, c'est chez nous. Coupé, décalé, toute saga. Encore des lions dans nos sabbats. Allons à Sini Mafia. Tu n'es pas au courant. Ok, Côte d'Ivoire, c'est zo. 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 Yeri, Côte d'Ivoire, c'est zo. C'est zo. C'est zo. C'est zo. C'est zo. Aïe, Côte d'Ivoire, c'est zo. Côte d'Ivoire, c'est zo. Viens voir comment mon pays est beau. Là-bas dans le Bassa Central, dans le parc national de Taï, y'a les chimpanzés, tu vois. La vie de ça, de grand bassins, petite et grande mosquée de Kong. La réserve du Monemba avec sa piscine naturelle au sommet. Elou. Abidjan, ville lumière, avec ses ponts qui nous envoient vers le Barito. C'est le bon manada en godo godo. Quand tu vois, c'est les placards. Quand tu vois, c'est les foufous. Quand tu vois, c'est les gambas, poissons thon, les poulets braisés. C'est Yomi elle qui est bon. Yo pour qu'on s'en checker, est bon qui est bon. À checker, tu vois joli par terre. C'est notre patrimoine protégé. Le dépaysement, c'est chez nous. La détente, c'est chez nous. L'hospitalité, c'est chez nous. La joie de vivre, c'est chez nous. Coupé, décalé, toute saga. Encore des lions dans nos sabbats. Allons à Sini Mafia. Tu n'es pas au courant. Ok, Côte d'Ivoire, c'est zo. 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 Yeri, Côte d'Ivoire, c'est zo. C'est zo. C'est zo. C'est zo. C'est zo. Aïe, Côte d'Ivoire, c'est zo. Nous sommes sur Ifirri FM. Trésor d'Afrique a invité pour vous aujourd'hui Fabrice Aliman, un historien et un patrimoniteur. Voilà. Ah, c'est bien beau, là, je connaissais pas le terme. Un patrimoniteur, donc, qui travaille sur le patrimoine de la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé du patrimoine matériel, mais il y a aussi le volet important du patrimoine immatériel qu'on ne peut passer sous silence. Effectivement, la Côte d'Ivoire dispose également de par sa composition ethno-culturelle. La Côte d'Ivoire est un pays qui a 4 groupes ethno-culturels. Nous avons
les Akans au sud, les Krou au sud-est, nous avons les Mandés au nord-est, au nord-est, nous avons également les Gou. Donc, ces 4 groupes ethno-culturels nous permettent d'avoir une diversité au niveau du patrimoine vivant. Ce qui a permis à la Côte d'Ivoire, jusqu'à ce jour, d'inscrire au patrimoine de l'humanité, au titre de la Convention de 2003, 4 éléments. Le premier élément, c'est le bofet d'Anfokar, la musique des trompes traversières des peuples Tagbana de Côte d'Ivoire, qui depuis 2001 était d'abord sur la liste des chefs-d'œuvre, et après la ratification de la convention la convention de 2003 par la Côte d'Ivoire en 2008, le bofet va passer sur la liste représentative comme premier élément, et ensuite nous allons travailler à l'inscription du Guéguélé, le balafon pétatonique des communautés sénoufo de Côte d'Ivoire, du Burkina, du Mali et aujourd'hui de l'Indonésie, par extension. Et il va également avoir le troisième élément qui est le Zaouli, musique et danse des communautés gourous de Côte d'Ivoire. Et enfin, le dernier élément que nous avons, l'avant-dernier élément, nous avons les savoir-faire traditionnels liés au tissage du pagne. Et l'année dernière, en 2024, nous avons enfin pu faire inscrire les savoir-faire liés à la production de la tiké, qui est la semoule cuite de manioc. On va dire la production et la consommation, parce que c'est un plat, c'est de la pratique culinaire. Oh oui. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette pratique culinaire? Pourquoi choisir la tiké parmi tous les plats? Et on sait que la Côte d'Ivoire déborde de spécialités culinaires. Ok. D'abord, l'un des éléments qui a milité en faveur de ce choix, c'est que la tiké est un mets qui participe au brassage culturel et à la cohésion et la communion des peuples. Donc on le retrouve dans une large, dans de larges populations. Tout le territoire ivoirien, tout le monde se retrouve et tout le monde se plaît à consommer la tiké. C'est un petit peu comme le couscous, quoi. Voilà. Tout le monde s'y plaît, vraiment. Contrairement à d'autres mets où vous arrivez, bon, moi je ne mange pas ça, mais la tiké, que tu sois. Fait l'unanimité. L'unanimité. Donc, c'est un des éléments qui a milité en faveur. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dedans? Bon, écoutez, d'abord, en tant que repas, ça apporte, je dirais, des protéines, des éléments nécessaires, nutritifs pour l'organisme. Mais en même temps aussi, c'est l'identité, la fierté des communautés qui sont à l'origine responsables, je dirais, en griffe, détenteurs de ce mets-là. Il faut dire que c'est un mets d'abord dont l'origine est des peuples côtiers. Nous avons les Hébriers. Ça veut dire qu'il y a du poisson dedans aussi. Parfois. Oui, mais la tiké ne se mange pas sans le poisson. Et les peuples qui ont cette culture-là sont des peuples pêcheurs. Donc c'est un plat qui est toujours accompagné du bon poisson. Ouais. Et c'est présent sous plusieurs formes. La forme de grillade, sur la forme de sauce, et tout ça, ça passe très bien avec vraiment beaucoup, ça peut servir à faire beaucoup de composantes. Et là, tout le monde s'y retrouve. Voilà. Donc, voici les 4 éléments qui sont inscrits au patrimoine de l'humanité sur la liste représentative. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je suppose. Il y a d'autres éléments de notre culture. Par exemple, il y a l'huile de palme, on appelle l'huile rouge, dont la culture est vraiment faite à l'ouest de la Côte d'Ivoire, avec dans la région du Tonkui. Nous avons le biekossé, qui est un repas fait de poisson et de piment et pour les peuples atiers. Nous avons le kokocha, nous avons bien d'autres choses. Et à côté de ça, nous avons des rituels et les fêtes des générations. Nous avons le fokwe, nous avons la fête des générations, nous avons la fête de l'igname, nous avons
les danses initiatiques et les rituels initiatiques, notamment le poro, le tchologo, dans la zone nord. Et voici autant de patrimoine vivant dont dispose la Côte d'Ivoire. Et puis vous avez des festivals. Justement, aujourd'hui, les festivals, pratiquement dans chaque région de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire administrativement fait 31 régions. Mais culturellement, la Côte d'Ivoire est subdivisée en 32 régions culturelles. Et chaque région n'a pas moins de 10 festivals. Donc vous imaginez sur les 32 régions culturelles, autant de festivals et surtout, et surtout ces périodes de vacances scolaires et autres, c'est la période où il y a beaucoup de festivals. On s'ennuie pas. Voilà, on s'ennuie pas. Mais est-ce qu'il y a un festival qui sort du lot dont on peut parler, genre un festival de divinatoire ou de divination? Bon, on dit qu'il y a un festival qui sort du lot. Je peux dire que je suis un peu mal placé, mais il y a des festivals quand même qu'on connaît le nom. Il y a par exemple le festival Nidalé, qui est un festival qui est fait dans la région du Tongbi. Nous avons par exemple au niveau du sud le festival des grillades. C'est fait dans le sud. C'est pas mal, ça. Voilà, au niveau culinaire. Dans l'accompagnement, il y a de la tiéké, il y a de la loco, voilà, du sauté, de déshabiller, des bananes, tout ça. Donc, voilà, il y a autant de festivals. Si on va au niveau, par exemple, de Dabou, nous avons aussi certaines fêtes, notamment la Kwanji, qui est une grande fête qui même est vue comme un festival parce que ça draine beaucoup de monde. Et voilà, autant de choses qui se font au niveau de l'immatériel. Et ça, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est encore très, très, très vivace. Nous parlons de la Côte d'Ivoire, le patrimoine de Côte d'Ivoire avec notre ami Fabrice Aliman, qui nous a réjouis aujourd'hui avec plein de festivals d'alimentation, des inscriptions de plats mythiques et traditionnels emblématiques. Et nous souhaitons beaucoup de courage à Fabrice. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire pour notre communauté, la communauté africaine en Algérie et dans toute l'Afrique? En tout cas, moi je dis merci à toute la communauté africaine. Et chez nous, il y a un proverbe qui dit « On s'assoit sur l'ancienne natte pour tisser la nouvelle ». C'est pour moi, à travers ce proverbe africain-là, une invite à tout le peuple africain de pouvoir être fier d'avoir son patrimoine et de continuer à le faire connaître à travers vraiment la célébration, la préservation, la conservation. Merci beaucoup. Eh bien, nous aussi, on est fiers de notre patrimoine africain. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Prenez soin de vous et de votre patrimoine. Achille Centre culturel. La beauté africaine, la femme de mon cœur, la femme de tout le monde. Je sens la femme dans sa peau, la beauté africaine. Cyril classe A. Oh, tu me tues, maman. Keke Adel, maman Côte d'Ivoire complet. Des champions. Maman Florentine Watou. Maman Titi.
bébé Brigitte.